enlever mon masque, j'ai le droit. La machine me dit que l'enregistrement est en route, donc tout va bien. Donc je salue ceux d'entre vous qui nous rejoignent par la retransmission en direct ou en différé. D'abord, vous dire combien je suis heureux de vous retrouver en vrai, comme on dit. Voilà. J'avoue que pour moi, c'est très important. Et je sais combien c'est important pour d'autres parmi vous. Parce que c'est vrai que vous venez évidemment pour m'entendre, peut-être même pour m'écouter, qui sait. Mais il y a aussi tout le jeu des relations amicales qui font qu'on se retrouve avant pour un pot ou après pour dîner, ou etc. Voilà. Donc, je sais combien ceci est important pour vous et l'est pour moi aussi, bien sûr, que ces conférences puissent être l'occasion d'une circulation d'amitié me paraît très important. Alors, il se trouve que dans les 10 dernières minutes, je viens de recevoir des demandes sur qu'est-ce qui se passe à partir de la prochaine séance. Vous savez qu'en principe, à partir de la prochaine séance, nous glissons à 17h30. Mais moi, je ne suis pas responsable de ces décisions et donc si elles vous posent problème, voulez-vous, s'il vous plaît, vous retourner vers la nouvelle équipe qui administre l'association. Alors, l'exposition donc consacrée à Georgia O'Keeffe s'est ouverte le 8 septembre au Centre Pompidou. Elle se terminera le 6 décembre, ce qui n'est pas une durée énorme, mais cela est dû très probablement à l'impact, bien sûr, de la pandémie. L'exposition vient tardivement du musée Thyssen-Bornemisza à Madrid et elle partira, là aussi tardivement, et donc plutôt qu'une durée normale d'exposition à Pompidou, elle partira pour la Fondation Beyeler à Bâle. Alors, vous avez retrouvé aussi à l'entrée nos amis de chez Cham, qui vous ont proposé probablement la bibliographie que je vais brièvement esquisser, mais c'est une tradition ici, on pointe toujours quelques livres qui pourraient vous servir si par hasard la conférence et l'artiste dont nous avons parlé vous ont plu. Un catalogue assez impressionnant, je dois dire, et très remarquable pour ceux d'entre vous qui sont déjà encombrés de colonnes de catalogues. L'album est vraiment d'une très grande qualité iconographique. Le choix des œuvres est vraiment intéressant et le texte bilingue français-anglais est tout à fait, oui, vraiment d'une excellente tenue. Alors, l'impact de la pandémie fait que les deux numéros hors série, l'un de Beaux-Arts, l'autre de Connaissance des Arts, correspondant à l'exposition, ne sont pas apparus dans les relais, dans les boutiques relais. J'ai surveillé ça de près. Donc, on peut éventuellement les commander chez Amazon. Vous pouvez surtout les faire venir chez votre libraire. Les deux revues, vous les enverront à votre libraire, numéro par numéro si besoin. Et, mais c'est là aussi une trace de la pandémie, c'est-à-dire que les relais ne se sont pas encombrés de ces hors-séries consacrés à des expositions dont les dates n'étaient pas sûres, dont la durée n'était pas sûre, etc. Donc, deux numéros hors-série. Dossier de l'art, vous le savez, se consacre plutôt à de l'art plus classique et donc n'a rien fait, mais Beaux-Arts et Connaissance des Arts ont fait, là aussi, deux très beaux numéros hors-série consacrés à Georgia O'Keeffe. Et puis, le Centre Pompidou a publié en français un certain nombre de textes d'Américains, contemporains pour la plupart de O'Keeffe, réfléchissant sur O'Keeffe et sur leur lien avec O'Keeffe. Et à travers O'Keeffe, bien sûr, avec quelqu'un dont nous allons reparler, qui est Alfred Stieglitz, mais nous y venons dans un instant. Et puis, je trouve que pour 6,50 €, hein, ce qui n'est pas… Bon, voilà, mais enfin, bon, bien, avec le prix de l'essence, comme disait l'autre, bien, et le goût de l'électricité bientôt. Cette petite série qui s'appelle Paroles d'artistes et qui vous permet d'accéder sur la page de gauche à une citation, généralement, il faut le dire, assez bien, voire très bien choisie de l'artiste, et sur la page de droite à une reproduction généralement de bonne qualité.
je trouve, j'utilise beaucoup ces éditions, enfin cette série, pour préparer les conférences de manière à trouver ici ou là une citation particulièrement pertinente, etc. Je trouve que le numéro sur, enfin le livre consacré à Georgia O'Keeffe est vraiment de très bonne qualité. Les citations sont choisies avec beaucoup d'intelligence. J'en ai utilisé plusieurs. Et le lien citation-image est assez séduisant. Voilà. Alors, c'est une femme qui a été beaucoup photographiée, puisque pratiquement la seule présence masculine importante de sa vie est un photographe essentiel. Je l'ai déjà nommé, nous y revenons dans un instant. Il s'appelle Alfred Stieglitz. Cette photographie n'a pas été prise par Alfred Stieglitz, il était mort depuis longtemps, mais il y a une qualité de présence, d'abord effectivement d'une beauté assez extraordinaire et que Stieglitz a très bien perçu. Il a été très amoureux d'elle avant, malheureusement, de s'éloigner d'elle. Mais cette beauté qu'il a visiblement tout autant bouleversée que son œuvre. Hein. Stieglitz a d'abord vu l'œuvre, on y reviendra tout à l'heure, mais quand il a rencontré l'artiste, alors il y a eu une sorte comment dirais-je, de cristallisation qui a été quand même très importante. Et même après le décès de Stieglitz, quand Georgia O'Keeffe est entrée dans ce que Saint John Perse appelle le grand âge, eh bien, elle est restée un sujet de photographie assez remarquable. Alors, elle vous dit ici, et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, le sens d'un mot, pour moi, n'est pas aussi exact, aussi précis que le sens d'une couleur. Et là, je crois qu'on a véritablement la légitimation de sa carrière de peintre. C'est-à-dire qu'elle ne trouve pas dans les mots la même précision qu'elle trouve dans une couleur. Et alors, je vous ai déjà barbé avec cette citation je ne sais combien de fois, donc vous allez à nouveau y avoir droit. C'est la fameuse citation que vous attendez de Francis Bacon, le peintre contemporain, maintenant décédé bien sûr, mais très important dans l'art contemporain, qui dit quelque part « Why paint it if you can write it ?» Si vous pouvez l'écrire, à quoi servirait de le peindre? Donc, si vous ne pouvez pas l'écrire, alors évidemment, cela légitime l'acte de la peinture. Et c'est exactement ce qu'elle vous dit. Quand je parle, ça n'a pas pour moi la précision de sens qu'a la couleur. Les couleurs et les formes énoncent une déclaration plus fondamentale ou définitive que les mots. Et alors, évidemment, la dernière phrase m'est destinée à moi, en toute modestie, hein, mais j'écris ceci parce que tant de choses bizarres m'ont été faites ou ont été faites à mon sujet avec les mots. Donc, sous-entendu, quand on commence à parler de O'Keeffe, il faut quand même essayer d'être digne de la personne au niveau de laquelle on essaie, sans y réussir bien sûr, mais on essaie quand même de se hisser. Voilà. Elle est née le 15 novembre 1887. Elle est morte le 6 mars 1986, à 99 ans. Et encore une fois, il y a une qualité de présence que, quel que soit le photographe, quel que soit le moment de sa vie, la photographie a consacré sans, à mon avis, jamais la démentir. Voilà. Alors, il faut lui associer, pour des raisons évidentes de travail explicatif, hein, c'est un peu pour ça que vous venez, même si vous trouveriez ça ailleurs probablement mieux, mais bon, voilà, tant pis. Hein, bien. Il faut l'associer immédiatement à une autre femme américaine extrêmement importante, notre voisine, puisqu'elle habitait au 27 rue de Fleurus, hein, c'est-à-dire tout près d'ici. Et il s'agit bien sûr de Gertrude Stein, hein, qui a été une présence absolument fabuleuse. Enfin, au 27 rue de Fleurus, vous aviez pratiquement tous les soirs, d'un côté Picasso et de l'autre Matisse, enfin, plus tous les autres, hein, plus Hemingway. Vous savez que quand Paris a été libéré par les troupes du général Leclerc et que Hemingway était là dans un tank, hein, il s'est précipité au Ritz pour chercher une caisse de champagne qu'il a ensuite, avec son tank, rapporté au 27 rue de Fleurus pour célébrer avec Gertrude Stein et sa compagne Alice Bitterclass la libération de Paris. En 1936, Stein a publié un livre extrêmement important. On n'aura pas le temps d'en parler ici, mais à lui seul, le titre est fondamental, The Geographical History of America, l'histoire géographique de l'Amérique.
Et si vous avez forcément compris que encore aujourd'hui, la géographie, le nord et le sud sont au cœur de cette difficulté identitaire des États-Unis dont nous n'avons probablement pas fini de souffrir. Je suis toujours très étonné que les gens qui pontifient à propos des États-Unis sur les chaînes, personne n'a jamais cité cette phrase absolument fabuleuse, enfin fabuleuse, non, parce que tragique, mais dans sa deuxième inaugural address, en 1805, quelques semaines avant d'être assassiné au Ford Theater à Washington, D.C., Abraham Lincoln a dit et tant que la goutte de sang, ou tant que la dernière goutte de sang arrachée du dos d'un esclave par le fouet n'aura pas été payée par la goutte de sang de la vengeance et du sacrifice, l'Amérique ne connaîtra pas la paix. Et nous sommes exactement là-dedans. Désolé, ne pas citer cette phrase, c'est ne pas comprendre ce qui se passe en Amérique. Et ce premier sectionnalisme américain, la division nord-sud, s'est ensuite doublé d'un deuxième sectionnalisme qui est effectivement le sectionnalisme est-ouest. D'où il ressort que le nord-est est quand même pas mal, que le sud-est est épouvantable, puisque vous savez que l'est, c'est affreux. C'est ce qui est sous l'influence de l'Europe. Il n'y a de véritable Amérique qu'à l'ouest. Et donc, forcément, le nord-est, c'est pas trop mal à cause du nord, mais le sud-est, c'est l'abomination. Les deux riders ou les deux bikers de Easy Rider, je suis désolé, c'est pas exactement, ça me date pas mal. Bon, mais les deux bikers de Easy Rider partent, je vous le rappelle, du bout des pistes de l'aéroport de Los Angeles, l'Axe, et ils s'en vont vers l'est, ce qui est déjà un trajet pervers. Et en plus, ils vont vers le sud-est et ils en mourront. C'est clair, pas possible autrement. Voilà. Alors, elle est née, Georgia, à Sun Prairie, dans le Wisconsin. Et là, vous avez la représentation de ce qui est l'essence de l'identité américaine. Je vous rappelle que Thomas Jefferson a dit dans une de ses lettres, « The farmers are the chosen people of God ». Les fermiers sont le peuple élu de Dieu. Il y a tout un tas de gens pour qui l'industrie reste un déni d'identité américaine. La seule identité authentique de l'Amérique, c'est la terre. C'est-à-dire cette capacité, par un travail qui n'est pas confié à des esclaves, mais que vous accomplissez vous-même. Il y a un très joli tableau naïf au musée de Philadelphie qui s'appelle « Celui qui cultive son champ aura sa récompense ». Et ça, Tocqueville ne s'y est pas trompé quand il vous dit « La terre en Europe est dans les mains de l'aristocratie et du clergé ». Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que celui qui arrive et qui dit « cette terre est mienne », il la fait sienne par son travail. Alors, le problème, c'est qu'on oublie un peu les Indiens, là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. Et si vous voulez, ce que vous avez là, c'est le déni de la peinture de O'Keeffe, mais qui est inspiré par des endroits comme, puisque ça s'appelle Stone City, Iowa, et ça a été réalisé en 1930 par ce peintre régionaliste qui s'appelle Grant Wood, qui aujourd'hui, je pense, voterait Trump, certainement. Probablement, il se tromperait, mais voilà. Parce que c'est ce mythe d'une Amérique qui refuse tout ce qui est de l'ordre de la modernité, surtout quand elle vient d'Europe, c'est-à-dire la mauvaise mère qui nous a affamés quand on était en Europe et qui nous a poussés à la migration pour trouver la liberté religieuse, la liberté politique, le pain, etc. Alors, vous sentez qu'il y a un tout petit côté, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, parce que comme c'est la troisième conférence, bon, voilà, mais il y a un tout petit côté Fisher-Price, là, c'est clair. On est dans du Fisher-Price, voilà. Et alors ça, c'est bouleversant. C'est elle. C'est elle en 93, elle a donc quoi, 6 ans, avec 2 de ses sœurs. Elle était la deuxième d'une fratrie de 7, entièrement vouée à l'agriculture. Si vous avez lu les romans de Willa Cather, My Antonia, par exemple, des choses comme ça,
ou si vous avez lu cette nouvelle que je ne cesse de citer parce que je ne dis pas grand-chose, donc ça revient régulièrement, hein, Neighborosity aussi de Willa Cava, qui sont des textes fondamentaux sur l'identité agricole américaine. Hein. Bien, elle appartenait à ce genre de famille. Hein, voilà. Alors en même temps, il faut se méfier, parce que vous voyez, ça a été photographié en 24. À droite, c'est elle. La photographie est de Stiglitz. À gauche, c'est sa sœur Ida, qui a aussi été peintre, mais qui semble avoir été complètement éclipsée par Giorgio. Variation sur un thème de phare, hein, 31-32. Et alors, dans ce qui est la plaque, évidemment, de la Wisconsin Historical Society, qui est à l'entrée du compound agricole familial, on vous dit qu'elle est partie à l'Est pour apprendre la peinture, apprendre l'art. Et donc, si vous voulez, on sort d'une culture dont le sens était l'agriculture pour rentrer dans une culture qui est quand même moins branchée dans la terre que, sauf que O'Keeffe expira son départ vers la culture picturale par une obsession de la terre américaine, du paysage américain. America is a poem in our eyes. Its ample geography dazzles the imagination, dit Emerson dans The Poet. L'Amérique est un poème devant nos yeux. L'amplitude de sa géographie éblouit, étincelle et éblouit l'imagination. Et elle va partir à l'âge de 18 ans pour aller dans l'école des beaux-arts de l'Art Institute de Chicago, un des plus beaux musées des États-Unis, où on entre en se trouvant nez à nez avec le fabuleux Guy Bott qui s'appelle Jour de pluie à Clichy, avec une nouvelle aile magnifique réalisée par Enzo Piano. Mais vous voyez, par rapport au Wisconsin, elle est déjà à Chicago. Et alors, évidemment, vous êtes en train de vous dire, mais il y a quelqu'un qui a fait le même itinéraire. Et oui, bien sûr. Parce que le Wisconsin, ce n'est pas que l'État de Harley-Davidson. C'est l'État de quelqu'un qui a un rôle absolument fondamental dans la culture américaine et qui s'appelle Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright vient du Wisconsin. La première école d'architecture que Frank Lloyd Wright créera sur le compound agricole familial de la famille Wright, hein, et qu'il appellera Taliesin, du nom du poète, de cette figure du visionnaire prophète gallois. Ensuite, il fera Taliesin West en Arizona, parce que les cours, c'est plus facile en hiver au soleil de l'Arizona qu'à la fraîcheur de. Mais là, vous avez, c'est curieux, enfin, elle vient du même état et du même monde que Wright. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de psychosomatique? En tout cas, elle passe son temps à être malade. Fièvre typhoïde qui l'oblige à rentrer chez elle, rougeole qui l'oblige à rentrer chez elle, comme si, d'une certaine manière, cette décision de s'en aller à l'Est était quelque chose de problématique au niveau de l'identité. Et puis, en 1907, donc, elle va reprendre des études à l'Art Students League à New York. Et là, elle aura comme professeur, évidemment, le plus grand impressionniste américain, à mon avis, modeste, bien sûr, voilà, qui est William Merritt Chase, et dont vous voyez là une de ses œuvres absolument fabuleuses qu'il a peintes dans les Shinnecock Hills, c'est-à-dire des collines qui sont situées sur Long Island. Long Island, ce que Walt Whitman appelait Fish Shape Pomanock en forme de poisson. Pomanock, c'est son nom algonquin. Long Island, qui est séparé de New York par ce qu'on appelle le Sound, qui permet au port de New York de ne geler jamais, ce qui est très important, qui a été très important pour la vie, évidemment, commerciale et financière de New York. Donc, Mary Chase, en 1912, pour la première fois, elle va suivre des cours d'été à l'Université de Virginie et va se poser là maintenant le problème du financement de ces cours. Parce que, évidemment, la fratrie agricole du Wisconsin, elle a autre chose à faire que de payer des études à la deuxième fille qui ne va pas épouser un fermier avec qui on pourra ensuite partager les tâches, faire des roulements de responsabilité, etc. Et là, vous avez comment elle a gagné sa vie, c'est-à-dire des aquarelles qu'elle a réalisées sur le campus de l'Université de Virginie. Alors évidemment, pour les américanistes parmi vous, et il y en a là, bien sûr, les pauvres qui m'ont suivi pendant un certain nombre d'années en cours, hein. C'est vrai que l'Université de Virginie, c'est fabuleux parce que c'est la réalisation architecturale la plus parfaite de Thomas Jefferson. Jefferson est un architecte magnifique.
complètement palladianisé, hein, et qui, vous avez ici la Rotunda, qui est la bibliothèque de l'Université de Virginie. C'est un bâtiment sur lequel je ne peux pas m'attarder, mais qui est tout simplement époustouflant à la fois dans la réalisation et dans la conception. Et à partir de cette Rotunda, vous avez devant la Rotunda, donc de l'autre côté de ce que nous voyons ici, deux grandes lignes de bâtiments rectilignes. Et ces bâtiments sont en alternance d'un étage et de deux étages. Les bâtiments d'un étage sont les résidences des étudiants, les bâtiments de deux étages sont les résidences des professeurs qui habitent au premier étage avec leur famille et font leurs cours au rez-de-chaussée. Si vous n'êtes jamais allé si un jour vous allez aux États-Unis et que vous êtes en train de conduire sur la route et que vous voyez Charlottesville, je vous en supplie, allez passer 2 heures, 3 heures dans l'Université de Virginie. C'est époustouflant. Et puis après, vous irez bien sûr à Monticello, la maison de Jefferson. Et c'est là où elle va rencontrer ce personnage qui s'appelle Hammond Beament, dont elle va suivre les cours. Et lui comprendra qu'elle a un problème, effectivement, pour financer, bon, et il va en faire, d'une certaine façon, son assistante, c'est-à-dire lui confier des travaux dirigés, de formation. Alors, il est obsédé par, ça c'est très important, il est obsédé, je dirais, par le cerne de la présence, hein, ce qui définit l'intégrité d'une présence différente d'autres présences dans un même espace. Et vous voyez que les deux livres dont je vous ai parlé ici, l'un s'appelle Figure Construction, l'autre s'appelle The Energetic Line in Figure Drawing. Et donc, vous vous souvenez tout à l'heure, elle vous a dit, hein, les mots non, les lignes oui, les formes oui, les mots non, les couleurs oui. Eh bien, elle a trouvé très probablement chez Beament la base de cette idée qu'au fond, elle parlait du monde et d'elle-même mieux par les lignes, par les formes et les couleurs que par les mots. Et alors, c'est Beament qui va l'envoyer, alors là en 1914-1916, faire un certain nombre de semestres d'études auprès d'un personnage qui s'appelait Arthur Wesley Dow, qui enseignait disons, dans l'Institut de formation des enseignants de l'Université de Columbia à New York. Et là, elle va alterner entre des semestres où elle travaille pour gagner sa vie et pour payer ses cours, et des semestres de cours. Alors, Arthur Wesley Dow, le voilà, hein, bien sûr, 1857-1922, ici photographié à Ipswich, dans le Massachusetts. C'est évidemment un néo-anglais, hein, quelqu'un qui vient de la Nouvelle-Angleterre, du Nord-Est, le berceau culturel de l'Amérique, hein, ça c'est clair. Et ce qui est bouleversant, c'est que vous le voyez ici à l'Académie Julian à Paris. On ne pouvait pas à l'époque être un peintre américain sérieux si on n'avait pas été formé à Paris. Et alors, c'est quelqu'un que j'aime infiniment. Je trouve que c'est, voilà, il y a une qualité de peinture et de couleur dans quelque chose qui est toujours un peu pathétique. Regardez ça, The Derelict, hein, l'abandonné, le bateau perdu. Je pense que pour ceux d'entre vous qui ont regardé déjà O'Keeffe, vous comprenez comment la puissance ici du paysage et le côté un tout petit peu arbitraire de la couleur sont très prémonitoires de choses que nous trouverons chez O'Keeffe par la suite. Et du coup, elle a réfléchi beaucoup plus tard sur l'influence de Dow, et le Los Angeles Times, le 14 janvier 2017, revenait sur ce retour de O'Keeffe sur l'influence de Dow, où elle dit « J'étais seule et étonnamment libre, je travaillais seule, inconnue, et je n'avais personne d'autre à satisfaire ou à qui plaire que moi-même. » Et vous dit le Los Angeles Times, et tout d'un coup, ce qui l'a frappé, c'est que j'avais des choses dans ma tête qui ne ressemblaient pas à ce qu'on m'avait enseigné, ni non plus comme ce que j'avais vu, des formes et des idées si familières pour moi qu'il ne m'était jamais venu à l'idée de les coucher sur le papier ou la toile. Et c'est ça que Dow lui a donné envie de faire, c'est-à-dire lui a donné d'une certaine manière envie d'être fidèle à elle-même, c'est-à-dire d'aller contre une image convenue ou conventionnelle et de vraiment se résoudre
à sa singularité, ce qui est le début de toute création artistique, une résolution difficile à sa propre singularité. J'ai décidé de m'arrêter de peindre, de mettre de côté tout ce que j'avais fait et de commencer à dire, mais dire en peinture, bien sûr, les choses qui m'étaient propres. Et alors, j'aime beaucoup ce travail de Dow, hein, où on voit, alors c'est quelqu'un qui a été très marqué par le japonisme, bien sûr, hein, avec une réduction à l'essentiel. Vous voyez là encore une fois que, comme ça a déjà été dit par le disciple de Dow qui l'a conduit jusqu'à Dow, il y a une sorte de simplification élémentaire des volumes, des couleurs, avec ce merveilleux reflet d'un morceau de lune, puisque c'est un paysage de marais dans l'un des marais. Et je pense que cette assomption d'une couleur et d'une ligne qui ne sont pas immédiatement reconnaissables sont absolument fondamentales chez elle. C'est-à-dire qu'elle a passé toute sa vie à tracer une ligne de crête entre quelque chose qui permettait de se souvenir du réel, mais quelque chose qui était une sorte d'approche tangentielle constante de l'abstraction. Elle n'est jamais devenue complètement abstraite, elle n'a jamais été purement et simplement figurative. Et cette ligne de crête entre l'abstraction et la figuration, elle vous le dira tout à l'heure, l'abstraction permet finalement de mieux voir que la figuration, mais il s'agit bien de voir le réel par un détour par l'abstraction. Et alors évidemment, elle finance tout cela par un enseignement artistique, l'Université de Virginie à Charlottesville, bien sûr, hein, avec Beaumont, bon, le Columbia College en Caroline du Sud, et puis Amarillo dans le Texas, au Texas. Et là, voilà, en 1915, et tous les O'Keeffiens spécialistes, et pas moi bien sûr, hein, moi je ne fais que répéter ce que je trouve ailleurs, hein, mais tous les O'Keeffiens spécialistes se demandent si cette photographie date de 1912-13 ou de 1916-17. En tout cas, c'est au Texas, près d'Amarillo, près d'un phénomène naturel comme l'Amérique en comporte un nombre impressionnant et toujours spectaculaire. Ceux qui n'ont jamais vu Bryce Canyon, par exemple, ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Hein, voilà. Et là, vous avez Palo Duro, bien sûr, le canyon de Palo Duro, Texas, dont elle rapportera ce type d'image. C'est-à-dire des images dont la massivité de la forme et l'intensité de la couleur ne sont pas, pour le moins, quelque chose qu'on aurait tendance à appeler de l'art féminin. C'est clair que là, le côté, c'est effectivement pas, probablement pas une femme peintre, mais c'est, comme le disait le titre assez justement organisé de l'exposition du Luxembourg, c'est un peintre femme. Et la valeur picturale ici est évidemment intraitable, comme ici, qui date exactement de la même période et qui est aussi ce qu'il reste d'une marche à travers le canyon de Palo Duro. Alors, cette tentation de l'Est, elle va évidemment devenir de plus en plus forte parce qu'elle va réaliser des œuvres qui seront vues à New York par quelqu'un dont j'ai déjà parlé, Stieglitz. Et Stieglitz, qui est non seulement on va revenir dans un instant, un photographe essentiel, mais aussi un galeriste fondamental. Il aura 3 galeries successives en plein Manhattan qui deviendront les lieux phares de la modernité américaine, branchée sur une modernité européenne d'abord, puis assumant sa singularité américaine ensuite. Et évidemment, Stieglitz va être très, très, très frappé par ça. Ça, en 1915 aux États-Unis, ce n'était pas absolument évident. Et vous reconnaissez tout de suite quelque chose qui est de l'ordre, regardez, de l'angularité un peu menaçante des lignes à gauche, et puis au contraire, une sorte de ces formes un peu gonflées, un peu, en tout cas caractérisées par la courbe, et cette tension entre les deux est essentielle chez elle. On retrouve ici, bien sûr, ce genre de tension, hein, qui va fasciner O'Keeffe. Et c'est en 1916, qu'elle va se lancer dans ce qu'elle va appeler les Blue Lines. Alors évidemment, peut-être vous trouvez ça, mais n'oubliez jamais, hein, la solution vient de Mallarmé. Mallarmé a cette phrase magnifique, « ce papier que la blancheur défend ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile que d'entamer une page blanche.
C'est pour ça que je dis toujours dans mes séminaires sur l'innovation en entreprise qu'il ne faut surtout pas confronter les collaborateurs à une page blanche parce que ça les paralyse et ils ne savent pas quoi faire. Et à ce moment-là, comme quelqu'un a déjà mis un carré blanc en oblique sur un fond blanc préexistant qui s'appelle Casimir Malevich, c'est difficile de le refaire. Hein, et généralement, ça débouche au contraire sur effectivement les concetti spaziali italiens, hein, où vous avez effectivement bien quelqu'un qui s'amuse à déchirer la toile. Lucio Fontana, vous avez des toiles blanches de Lucio Fontana qui sont percées au centre, hein, il les a éclatées au centre, comme s'il était en train de vous dire c'est impossible d'entamer la page blanche. C'est tellement vertigineux. Et là, elle entame, hein, et elle va rester là-dessus pendant toute l'année de 1916 pratiquement. Et il y a cette déclaration qui est très belle. Blue Lines was first done with charcoal, d'abord fait au fusain. Et puis, il y a eu environ 5 ou 6 peintures des Blue Lines à l'aquarelle noire avant que je me mette à peindre avec de l'aquarelle bleue qui a tout d'un coup semblé ce qu'il fallait faire. Et donc, vous avez là les premiers essais à la fois un peu de fusain et de l'aquarelle bleue qui sont aujourd'hui au Met. Et vous voyez que cette obsession d'une tension entre l'abstraction et la figuration est centrale chez elle, avec inévitablement, quand on va vers l'abstraction, quelque chose qui est de l'ordre de la variation. Ici, vous avez Blue, hein, le numéro 1, Blue le numéro 2, Blue le numéro 3, Blue le numéro 4. Et vous sentez qu'ici, on n'est pas très loin de ce que Walter Pater disait quand il prononçait cette phrase magnifique, « All art aspires to the status of music ». Hein, tout art aspire au statut de la musique. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des rondes, hein, vous avez des rondes. Alors, vous avez un choix évident qui est le bleu, le noir et le blanc. Mais ça, rappelez-vous, en 1920, de l'exposition à Marmottan, en 1921, Mondrian décide qu'il n'utilisera plus que les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, les 2 non-couleurs, le noir et le blanc, et la ligne droite, puisque la ligne courbe n'est jamais que l'accumulation d'un certain nombre de fragments de ligne droite. Hein, donc, voilà. Et là, elle s'impose une contrainte. De même que Bach s'impose la contrainte d'aller chercher l'aria de Goldberg pour, et que Beethoven va chercher la valse de Diabelli pour. Et à partir de cela, il s'agit simplement de travailler de manière extrêmement formelle et abstraite, c'est-à-dire qu'on va rapprocher, élargir. Et là, vous avez quoi? Vous avez ces rondeurs, vous avez en dehors des choix des couleurs noir, blanc, bleu, hein, avec évidemment cette ascèse un peu. Hein, c'est très important pour un artiste de s'imposer. Puis ces lignes droites, hein, qu'on va retrouver et qui s'opposent terme à terme avec les rondeurs, bien sûr. Hein. Barthes parlait de ce dessin d'opposition qui fondamentalement règle la naissance de toute signification. L'opposition est le lieu d'émergence de la signification. Et c'est clair, si vous voulez, que ce côté très masse et très dynamique du mouvement, c'est quelque chose qui lui vient probablement des semestres passés auprès de Dürr. Dans un petit document introductif à une exposition qui avait eu lieu à la Hayward Gallery à Londres il y a environ une vingtaine d'années maintenant, on parlait de Arthur Wesley Dow et du rapport de O'Keeffe avec lui, et on disait, et j'ai mis évidemment les mots importants en gros caractères, il a rejeté la méthode communément utilisée en Occident d'apprendre l'art par l'imitation servile d'un sujet choisi, et il s'est au contraire orienté en se concentrant sur, c'est très difficile à traduire, the essential pattern, hein, c'est-à-dire l'organisation visuelle élémentaire, hein, pattern or design, l'organisation visuelle élémentaire présentée par un objet ou une scène. On retrouvera toujours chez elle cette idée du, comment expliquer ça, cette idée
qui n'est pas un repli sur soi, mais qui est une sorte de rentrée en soi-même, hein, ce mouvement circulaire du retour vers soi et de la concentration vers l'intériorité. Hein, ça, c'est quelque chose qui ne cessera de l'obséder. Et là, c'est très étonnant puisque vous avez deux toiles, hein, qu'elle va appeler carrément musique. L'une s'appelle Pink and Blue, rose et bleu numéro 1, hein, et dans laquelle, effectivement, on sent bien que la froideur du bleu domine la suavité du rose, hein, alors que le rose va devenir beaucoup plus important dans le deuxième tableau, hein, également appelé Blue and Pink. Hein. Alors, je vous signale que quand elle parle des gens qui ont fait des tas de choses étranges avec les mots à propos d'elle, je pense que vous voyez vaguement que cette partie-là du tableau pourrait prêter à des interprétations, mais nous allons éviter ce qu'elle nous a demandé d'éviter. Voilà. Là, vous avez évidemment quelque chose aussi, c'est vraiment, sans vouloir évidemment, bon, mais ce sont des exercices de style à ce moment-là. Je trouve que ça, pour moi, c'est très important. Les années 15, 16, 17, 18, 19, puisqu'on est ici en 19, sont des années où elle ne se risque pas dans un contact direct avec le réel. Elle n'assume pas le défi de parler du réel. Ce qu'elle fait, c'est elle fait des exercices de style. Elle travaille. Et alors ça, pour moi, ça me va très bien parce que je ne cesse de répéter, comme certains d'entre vous le savent pour l'avoir entendu de nombreuses fois, que ce n'est pas l'inspiration qui guide le travail. L'inspiration, c'est la rémunération du travail. On n'est inspiré que parce qu'on a énormément travaillé. Et elle, c'est son travail. Alors, vous voyez que on voit bien qu'il y a la ligne droite et puis le petit renflement, qui sont les deux contrastes fondamentaux. Et puis, elle travaille sur la couleur et ça débouche sur ça. C'est-à-dire que vous sentez qu'on est dans une dimension, alors on ne va pas parler c'est un petit côté hégélien, hein, on commence par ces deux formes en noir et blanc, on fait un détour par la couleur, thèse, antithèse, et puis on finit là, dans une même année. Et alors, regardez ce qu'elle vous dit, qui est magnifique. Hein. Rien n'est moins réel que le réalisme. Vous avez entendu, rien n'est moins figuratif que le figuratif. Les détails vous perdent. Ce n'est que par la sélection, par l'élimination, par l'accent, c'est-à-dire finalement en privilégiant certaines choses et en laissant tomber d'autres. Si on veut tout dire, on ne dira rien, en particulier en peinture. Et donc, il va falloir un tout petit peu comme le sculpteur élimine pour faire apparaître, je ne sais pas si vous avez vu cette scène magnifique dans le Michel-Ange, hein, où il est dans les carrières de Carrare et on voit qu'il voit dans le bloc ce qu'il va falloir enlever pour faire apparaître la forme qui était depuis toujours déjà là. C'est magnifique. Et là, vous avez quelqu'un qui, humblement, joue avec les lignes, avec les couleurs, dans des exercices de style constamment répétés, avant de se confronter à. C'est elle en 1917 et l'auteur de la photo, c'est lui. Alors lui, il est très important. Évidemment, malheureusement, il va la trahir. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà. Lui, il est très important parce que c'est le premier qui dira attention, la photographie n'est pas un parasite sur le dos de la peinture, c'est un art en soi à proprement parler. Et c'est pour ça qu'en 1903, il publiera le premier numéro de la première revue théorique consacrée à la photographie, qui s'appelle Camera Work, et dont il sera l'éditeur en chef tant que la revue existera. Une photo de lui qui s'appelle The Hand of Man, la main de l'homme. Évidemment, vous voyez bien qu'aux États-Unis, la main de l'homme, c'est la machine, c'est le réseau des voies ferrées, c'est la façon dont la géométrie va peu à peu se soumettre et dominer la prolifération non géométrique du réel, en particulier du réel naturel. Ça, c'est clair. Et si vous regardez ce qui est sa méditation sur l'arrivée des immigrants dans le port de New York, bien sûr, hein, à Liberty Island, et puis voilà, hein, regardez bien, s'il avait vraiment voulu faire une photo sociologique, il aurait fait ou une photo du pont supérieur ou une photo du pont inférieur. Mais la sociologie ne suffit pas à Stiglitz,
Et vous avez évidemment quelque chose qui est purement formel et esthétique, c'est la grande passerelle en plein milieu qui vient barrer évidemment la photographie. Et alors, deuxième aspect fondamental, bien sûr, de l'influence de Stiglitz, c'est le rôle essentiel qu'il va jouer en 1913 dans la réalisation de ce qu'on appelle l'Armory Show. Hein. Armory Show parce que c'est évidemment ça va être organisé dans l'ancien arsenal désaffecté du 69e régiment d'infanterie des États-Unis, hein, qui était situé au coin de Lexington Avenue et de la 25e rue. Et là, sous l'influence de Stiglitz et d'un certain nombre d'autres gens, mais on ne peut pas s'attarder, vous avez vraiment toute l'avant-garde européenne qui débarque. Et alors, l'Amérique est prise par la folie. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, en particulier, une des œuvres les plus bouleversantes pour les Américains, qui est évidemment le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp. Hein. Des élèves des écoles d'art américaines vont faire des copies du nu descendant un escalier et vont les brûler en effigie devant l'entrée de l'exposition à New York, puis devant l'entrée de l'exposition à Boston, puis devant l'entrée de l'exposition à Chicago. Ça, c'est, voilà. C'est elle en 1918, toujours par Stiglitz, dont on voit bien, enfin, je veux dire, c'est la série des photos de O'Keeffe par Stiglitz est tout simplement bouleversante. Et vous voyez, il y a encore cette idée, ça s'appelle Blue and Green Music, hein, musique bleue et verte. C'est-à-dire qu'on refuse la parole pour créer une sorte de pont et de lieu de rencontre entre le pictural et le musical. Seuls le pictural et le musical sont capables de dire le réel. La parole, non. Et l'écriture, non. Cela dit, évidemment, l'arrivée à New York va apporter un élément de réalisme essentiel, c'est la ville. Et alors, vous voyez immédiatement que dans la ville, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui la pollution. Ça, c'est clair, parce que vous avez les cheminées d'usines, vous avez, c'est le moment où New York, évidemment, était un des lieux centraux. Et alors, ce qu'il y a de magnifique, alors, pourquoi il y a ça? C'est parce qu'elle et Stiglitz se sont installés dans un hôtel, ils ont pris un appartement dans un hôtel qu'on appelle le Shelton, et que le Shelton a vue sur East River. Alors, je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient moins bien New York, que vous avez 5 districts à New York, et le district le plus connu, c'est Manhattan, l'île qui est là, avec sur sa gauche, c'est-à-dire à l'ouest, évidemment, Hudson, le fleuve Hudson, sur sa droite, ce qu'on a appelé tout simplement East River, puisque c'est à l'est de Manhattan. Et donc, c'est sur cette East River que donne l'appartement de Stiglitz et de O'Keeffe. Et alors, regardez bien ça, c'est extraordinaire. La manière dont les toits des immeubles sont uniquement des structures géométriques, horizontalisées, la zone ensuite par laquelle on passe au bleu, scandée de quelques lignes blanches, et puis le moment où on passe ensuite, annoncé de ce côté-ci, mais évidemment épiphanisé de l'autre côté, les verticales des cheminées d'usine. C'est là, vous avez la ligne de crête entre la figuration et l'abstraction, elle est ici parfaite. C'est bouleversant parce que c'est 28, c'est au moment où Mondrian est en train de justement réduire, encore une fois, l'image à une géométrie orthogonale parfaite, et voilà. Et alors, elle est tout à fait capable de vous dire, ah, mais vous savez, si j'ai fait ça, c'est pas parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Hein. Si vous voulez des tableaux anecdotiques où il y a des petits bateaux qui se promènent, il y a des toits rouges de couleurs différentes des autres toits, ça, je peux faire aussi. Mais ça, pour moi, c'est l'essentiel. Parce que vous sentez un réel qui est suspendu entre l'abstraction et la figuration. Et c'est assez remarquable. Voilà. Elle va même jusqu'à faire de son réel quelque chose qui est photographique à la Stiglitz. C'est une peinture, mais ce pourrait être bien sûr une photographie. Et c'est un hommage probablement. Alors, vous le savez, New York est plein de lieux iconiques. Un des lieux les plus iconiques de New York, c'est Brooklyn Bridge, bien sûr. Cette affirmation que l'Amérique est le lieu et que le pont de Brooklyn est le lieu où la grande tradition architecturale communautaire de l'Europe
décrite par Ruskin dans les Pierres de Venise, et qui s'incarne dans l'arc brisé, devient ici effectivement le mode de l'architecture. Alors vous savez, Brooklyn Bridge a été réalisé par un personnage qui s'appelle John Augustus Roebling, ingénieur américain d'origine allemande, qui est mort d'ailleurs de la création de son, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi maintenant. En tout cas, si par hasard vous n'aviez jamais traversé Brooklyn Bridge, alors ne traversez pas, s'il vous plaît, Brooklyn Bridge de Manhattan vers Brooklyn. Prenez un métro, passez sous East River, descendez à la première station et revenez vers le pont et traversez le pont à pied. Et traversez-le, il n'y a qu'une seule heure où vous pouvez traverser ce pont, c'est au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où les gratte-ciels de downtown Manhattan commencent à s'allumer. Et là, c'est absolument… voilà. Si vous n'avez jamais été touché par ce qu'on appelle le sublime technologique contre le sublime naturel, c'est-à-dire la verticalisation du monde, ben là, vous y serez forcément. Et regardez Joseph Steller, qui est le père de Frank Steller, qui est un artiste pas du tout négligeable, moins important que O'Keeffe, bien sûr, à mon avis. Hein. Mais vous voyez, Steller vous dit, si vous traversez le pont, vous verrez ça. Vous verrez les gratte-ciels de downtown illuminés. Et l'importance du gratte-ciel, c'est quand même fabuleux. Alors, pour les Américains, depuis 1893, depuis Chicago, ils commencent à y être habitués, mais n'oubliez jamais la phrase extraordinaire de Louis-Ferdinand Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, toute une ville debout. Ça, c'est de la formule, c'est à la fois d'une simplicité extraordinaire, mais c'est brillantissime. Toute une ville debout. C'est-à-dire que d'un seul coup, le urban sprawl, hein, l'étalement en tache d'huile de la ville, se verticalise et devient. Voilà. Et ça, c'est une photo des gratte-ciels de New York en 1932, pas par Stiglitz. Et alors, regardez, en 26, elle va faire ça, et elle vous montre bien que c'est à la fois fascinant et terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a dans cette verticalité vertigineuse quelque chose d'absolument fascinant et d'absolument terrifiant. À cette époque-là, j'ai peint une rue qui était un V étroit avec un tout petit réverbère en bas du V. C'est-à-dire que vous voyez que la lumière, voilà, c'est la question. Je vous rappelle que dans Le Voyage au bout de la nuit, Bardamu dit que quand il se promène au pied des gratte-ciels de downtown Manhattan, il a l'impression de se promener dans une forêt tropicale puisque les gratte-ciels empêchent le soleil et l'air de pénétrer jusqu'au niveau de la rue. Et là, vous avez par contre un gratte-ciel de Stiglitz avec, regardez, évidemment, c'est fou parce que ça, c'est l'œuvre de John D. Rockefeller qui, en pleine crise de 29, dit « on va construire le Rockefeller Center, on s'en sortira ». Et il restera toujours chez O'Keeffe ce côté un tout petit peu d'un temple païen inquiétant, une sorte de structure complètement géométrisée, énorme, et qui inévitablement écrase celle ou celui qui la regarde. Alors, de temps en temps, la lumière du soleil permettra de diluer l'agressivité angulaire du gratte-ciel. Ça, c'est magnifique. Une de ses très, très grandes œuvres sur le Shelton de 26. Hein. Ça, c'est l'endroit où elle habitait avec Stiglitz. Et vous voyez d'abord que la rigueur géométrique va être contestée par les rondes lumières que le soleil va déposer sur la surface du gratte-ciel. Et puis, l'épiphanie essentielle, c'est le moment où le soleil apparaissant au coin du gratte-ciel, il va, d'une certaine manière, liquéfier dans la lumière les arêtes vives du gratte-ciel. C'est magnifique. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose, non pas qu'elle copie de Stiglitz, mais cette idée d'aller contre l'évidence géométrique du gratte-ciel tout en étant fasciné par elle. On retrouve ça dans le Flatiron, vous savez, le premier gratte-ciel new-yorkais construit comme par hasard par un architecte de Chicago, puisque Dieu merci, ici, tout le monde sait ça, mais il y a des gens qui pensent encore que le gratte-ciel est né à New York. Hein. Le gratte-ciel est né, comme chacun sait, à Chicago. Hein. Et Daniel Burnham, hein, qui faisait partie du cabinet Burnham et Root, hein, un des cabinets les plus fabuleux de la première école de Chicago, est venu à New York réaliser le Flatiron, le fer à repasser, puisque le bâtiment est triangulaire comme un fer à repasser. Et là, vous voyez que Stiglitz n'a pas hésité à plaquer une esthétique d'estampe ukiyo-e japonaise sur, effectivement, la géométrie intraitable du gratte-ciel de. Et alors, voilà, c'est cette idée de
Est-ce que la lumière du petit luminaire génétique est en train de disparaître là-haut et est remplacée par deux lumières qui sont des lumières man-made, hein, faites de main d'homme, à la fois le réverbère et le feu rouge au coin de la rue? Est-ce que nous sommes condamnés à oublier la Lune, figure essentielle de l'inspiration romantique, au profit du réverbère et effectivement des feux de circulation? La nuit à New York la fascine parce que finalement, la nuit dématérialise le gratte-ciel, dématérialise la géométrie du gratte-ciel pour ne laisser plus apparaître évidemment que les fenêtres allumées qu'on trouve ici dans la fenêtre du Chrysler. Et alors regardez quand même combien en 28 elle fait ça, alors qu'en 17 elle était complètement dans les exercices de style. Stylo Torian à la splendeur de ces exercices, j'adore ça, hein, mais voilà. Et là, regardez, c'est fou, hein, le Radiator Building qui est sur le square, dont j'oublie le nom maintenant, qui est le square où il y a la New York Public Library, hein, qui était pas très loin du Shelton où ils habitaient. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous avez vu qu'il y a bien sûr une enseigne électrique ou au néon, hein, et vous l'avez rêvé et je l'ai fait, hein, c'est-à-dire que vous voyez bien cette enseigne, elle dit Alfred Stieglitz. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de vous dire que jamais elle n'aurait vu New York et jamais elle ne serait entrée dans un regard sur New York s'il n'y avait pas eu lui. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une dématérialisation de l'épaisseur du gratte-ciel au profit de l'apparition presque hasardeuse et non régulière des lumières aux fenêtres allumées des bâtiments. En 1932, elle pose cette idée et qui va devenir chez elle obsessionnelle, c'est-à-dire du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain, quelle forme de temporalité ces quatre composants du réel, quelle forme de rapport ont-ils au temps? Et là, vous avez quelque chose qui, dans le gratte-ciel, est sinon contesté, au moins, qu'est-ce que c'est que ces trois petites fleurs, rose, rouge et bleu, qui apparaissent ici, et qu'est-ce qu'elles nous disent finalement d'une nature végétale qui ne meurt que pour renaître, alors que l'homme et l'œuvre humaine sont destinés effectivement à la ruine. 1920-1922, superbe photo de Stieglitz que voilà, alors vous avez un très beau montage de diapositives avec des photos de Stieglitz à l'exposition, bien sûr, hein. Et là, alors peut-être son chef-d'œuvre sur New York, pour moi en tout cas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai toujours été un peu fasciné par le titre du film de Ben X, La Lune dans le caniveau, mais là, vous voyez bien qu'on est exactement là-dedans. C'est-à-dire dans une espèce de subversion du monde. Et là-dessus, la grande question, c'est est-ce que cette subversion, elle sera convoquée en jugement, quelque part? Est-ce qu'il s'agit d'attenter à l'ordre du monde? Et les voilà, tous les deux, à un moment où il s'était déjà éloigné d'elle. Elle est toujours restée proche de lui et elle n'a eu personne d'autre dans sa vie, sauf un tout petit peu à la fin, on en reparlera. Lake George, alors ça, c'est très important. Les Stieglitz, la famille, a une maison dans le nord de l'État de New York. Au nord de l'État de New York, vous avez deux groupes de collines. Un groupe de collines pas trop hautes, la plus proche de New York, qui s'appelle les Catskills, où les peintres de la Hudson River School, les premiers peintres de paysages américains au début du 19e siècle, avaient généralement leur résidence. Et puis juste au-dessus, vous avez un ensemble de collines un peu plus élevées qu'on appelle les Adirondacks. Et c'était dans les Adirondacks que… Et là, vous voyez, c'est l'anti-New York. C'est le retour du Wisconsin. C'est-à-dire, c'est le retour de la petite maison dans la prairie, si vous voulez. Hein, mais quelque chose comme ça. Ça s'appelle my shanty, hein, ma baraque. Hein. Architecture de bardeaux de bois qui renvoie aux architectures puritaines de la côte est des États-Unis. Et en même temps qu'il y a ça, elle est capable de vous faire ça sur le Lake George. Où vous voyez bien qu'il y a une sorte de dérive inévitable et inexorable vers l'abstraction, puisque ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le lac lui-même, ni même le paysage, mais la manière dont le paysage se reflétant dans le lac va dédoubler le paysage et que cette sorte de mystère va interroger votre œil. Qu'est-ce que vous voyez? Et alors ça, c'est fondamental chez elle. Elle n'est là que pour dire, surtout, arrêtez de reconnaître trop vite et donc
de ne plus regarder. Ça, tout son travail de peintre, alors c'est en fait le travail de tous les peintres, je veux dire, là j'enfonce des portes ouvertes, mais elle, c'est très très important pour elle. Elle vous dit, nous ne regardons plus à force de reconnaître trop vite. Et donc, je vais dans mes toiles produire une étrangeté du réel qui obligera votre œil à se reconcentrer dans le regard plutôt qu'à se détendre dans la reconnaissance. Et là, toujours la même chose. Et regardez, c'est des scènes. Enfin, il y a une capacité à se laisser fasciner par la variété du paysage. Et je pense qu'elle l'accentue. Son travail de peintre à elle, c'est de développer la potentialité dramatique et de tension qui est dans la nature pour, d'une certaine manière, faire passer de la nature d'un silence à une parole. Ça, c'est magnifique. Colline rouge près du Lake George, c'est super. Il n'y a jamais eu ça près du Lake George, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, mais voilà. Avec toujours cette idée de, voilà, hein, cette sorte d'architecture puritaine, hein, qui honore la terre dont elle se sert et qu'elle travaille pour assurer la vie quotidienne, sans le recours à l'esclavage. Si vous n'avez pas là une plantation du Sud avec un décorum de colonnes, d'architraves, de frises, de corniches, etc., qui sont de l'architecture européenne empruntée. Ce n'est pas de l'architecture américaine dictée par le paysage. La phrase essentielle de Wright, c'est « mon architecture, elle est dictée par le paysage ». Et pas simplement à Falling Water, qui reste un endroit absolument fabuleux. Et vous voyez, il y a une géométrie simple mais essentielle qui est de l'ordre d'une formalisation artistique. Et regardez ça, c'est magnifique. Voilà. C'est presque rectangle vert sur rectangle blanc. Une sorte de simplicité et de rigueur, hein, qui dit que ce qui se passe ici est sacré. Form follows function. Il n'y a pas de décoratif, sauf peut-être la petite partie dans le triangle en haut, mais le reste est d'une rigueur absolue. La forme n'est justifiée que si elle a une fonction. Elle ne peut pas être simplement ornementale, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Et ça, c'est au cœur. Alors, la formule, vous l'avez reconnue, c'est Louis Sullivan, hein, peut-être le plus grand architecte de la première école de Chicago, qui a obsédé Mies van der Rohe, bien sûr, qui fait que Mies est parti à Chicago, on aura l'occasion d'en reparler quant à la fermeture du Bauhaus, mais c'est fondamental. Et alors, évidemment, c'est pas du tout ça, et en même temps, c'est aussi ça. C'est-à-dire que Grant Wood, le même, celui qu'on avait vu, fait un tableau qui s'appelle American Gothic, le gothique américain. Et pas dans le sens du gothique, au sens de la terreur, le machin, quoique le monsieur ne doit pas être très sympa. Mais bon, mais au sens de ces maisons de bardeaux de bois, ces maisons de la vie quotidienne familiale sont en fait des lieux de culte. Ce sont des chapelles. C'est là que le sacré se joue. Et le sacré se joue dans l'agriculture, dans la vie familiale, pas dans des rituels avec de l'encens, n'importe quoi. C'est là que ça se joue. Et en même temps, elle est capable de rapporter de Lake George des choses comme ça. Alors, on la connaît beaucoup pour ça, et c'est pour ça que je vais passer vite. Voici les fruits. J'aime beaucoup les prunes, je suis moins attiré par les poires et j'aime assez le raisin. Voici des fleurs. Nous allons éviter la sexualisation des fleurs parce que ça, quand même, c'est le... Hein, voilà, c'est bien. Bon. Même si, peut-être. Hein, c'est vrai que j'ai choisi celle-ci un peu exprès parce que même moi qui suis plutôt innocent, je vois bien qu'on pourrait tirer ça du côté de... Bon, voilà. Cela dit, c'est vrai que, par exemple, dans le rapport de Stiglitz à Auty via la photographie, il y a des moments très forts d'érotisation. Je n'ai pas rapporté les nubes, ce n'est pas le moment, mais vous verrez ça. Mais en même temps, c'est vrai, vous avez, bon, voilà, ces arômes, comme on dit en français, c'est l'iscala, comme on dit en américain. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'une certaine manière la focale. C'est-à-dire ce choix qu'elle va faire de s'approcher au plus près de la fleur. C'est-à-dire que tout d'un coup, la fleur va devenir gigantesque. Alors, elle vous montre bien qu'elle ne l'a pas fait par hasard, hein, parce que là, vous avez effectivement des petites fleurs, des petites plantes. Mais là,
vous êtes… Voilà. Et alors, elle va dire cette chose magnifique. Alors, je me suis dit, je vais peindre ce que je vois, ce que la fleur est pour moi, mais je vais le peindre en gros. Et alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle en anglais une structure résultative. Le résultat, c'est qu'ils seront obligés de prendre du temps pour la regarder, la fleur, à cause de la surprise de la taille. They will be surprised into taking time to look at it. Vous voyez, c'est ça l'essence de la création de Hopi. C'est de déstabiliser votre œil par la taille, par la couleur, par les formes, de manière à ce que vous ne reconnaissiez pas trop vite et que, ne reconnaissant pas trop vite, vous commenciez à regarder. Et dans le regard, il y a déjà, d'une certaine façon, l'hommage à… Voilà. I will make every busy New Yorker, hein, je ferai de chaque habitant de New York agité, je l'amènerai à prendre le temps de voir ce que moi, je vois dans les fleurs. Voici les fruits, des fleurs, des feuilles. Hein. Alors, ça, j'aime beaucoup. Hein. Est-ce qu'elle avait lu Tradition and the Individual Talent de Eliot? Je ne suis pas sûr. Mais il y a quelque chose de tragique dans la déchirure de la feuille qui, moi, me bouleverse. C'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas « je souffre », elle ne vous dit pas « frappe-toi le cœur, c'est la queue du génie ». Elle fait ce que Eliot vous dit. Quand vous voulez exprimer une émotion, choisissez un objet, une chaîne d'événements, une situation qui deviendra la formule de cette émotion. Dispensez-nous de votre « je souffre » post-romantique. Mais montrez-nous quelque chose dans la nature qui pourra devenir la formule de cette souffrance. Le creusement en noir de la feuille et la déchirure extrêmement discrète mais néanmoins présente, d'autant plus bouleversante qu'elle est discrète. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis mon cœur, bien sûr, qui ne va pour vous. Voilà. Hein, des troncs nus, qui posent la question, bien sûr, de qu'est-ce qui dure dans ce monde? Et elle vous dit très clairement, ce qui dure, c'est le minéral. Et le végétal dans le cycle. Mais il y a un moment, évidemment, du cycle où le végétal doit mourir pour renaître. L'humain et l'animal ne durent pas. Toujours une superbe photo de Stiglitz, magnifique, avec, regardez bien maintenant, et on va conclure cette partie-là, avec cette construction en série. Encore une fois, il y a un élément de variation musicale dans l'œuvre de O'Keeffe. Elle n'a pas besoin, enfin, quand elle a trouvé un lieu qui pour elle fait sens et qu'elle a envie de dire picturalement, elle va préférer rester dans ce lieu et se laisser fasciner par la façon dont ce lieu n'est chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et vous avez les trois variations sur la Iao Valley, qui sont, je trouve, assez étonnantes. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ça fait partie de ça. Et elle vous dit, si vous ne repérez pas les variations, si vous ne vous laissez pas convoquer à l'attention, hein, n'oubliez pas la phrase de Malebranche, l'attention est la prière naturelle de l'art. Si vous ne vous laissez pas convoquer à l'attention par les détails des variations, vous n'y arriverez pas. Alors évidemment, je dirais que la tension entre l'Est et l'Ouest, la nature et la ville, a fini par se résoudre dans un choix pour l'Ouest et pour la nature, puisque Stiglitz, qui incarnait la ville, s'est éloigné d'elle et que, à ce moment-là, probablement dans une souffrance assez… enfin, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup souffert de la trahison de Stiglitz. Et en même temps, elle a décidé aussitôt de se reconstruire et de reconstruire en partant. Hein, Go West, non pas Young Man, mais Young Woman, and grow with the territory. Regardez ça, c'est extraordinaire. Toujours cette idée qu'il n'y a peut-être rien de plus essentiel comme lecture du réel que le frottement tangentiel avec l'abstraction. Ça s'appelle Train la nuit dans le désert. Vous voyez les voies qui sont éclairées par le seul élément du train que vous voyez, c'est-à-dire la lanterne sur la cheminée à l'avant, et vous voyez la fumée. Alors pour moi, c'est peut-être pour vous aussi, mais c'est merveilleux.
Si vous vous souvenez, dans les carnets de notes des mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar explique comment c'est dans un train qui l'emmène vers le Nouveau-Mexique qu'elle rédige une grande partie des mémoires. C'est pour moi. Et là, vous avez la phrase de MacLeish, hein, ce poète bibliothécaire, bibliothécaire poète, puisqu'il était, il avait le personnage, il était le personnage le plus important dans l'institution bibliothécaire des États-Unis qu'on appelle the Library of Congress, hein, qui est la bibliothèque nationale, qui est basée à Washington, D.C., bien sûr. Et il en était le bibliothécaire en chef. Et c'est lui qui a accueilli St. John Perse quand St. John Perse a décidé, au début de la guerre, de partir aux États-Unis. Et dans un poème, ce n'est pas un poète très important, mais ce n'est pas un poète nul non plus, moi j'aime beaucoup, dans un merveilleux poème de réflexion sur l'identité américaine, sur la spécificité américaine, American Letter, il a cette formule magnifique, America is West and the wind blows. Et photographie d'elle en 1930, avec derrière les grandes masses paysagères qui vont devenir son obsession, cette espèce d'intraitabilité de la terre, d'intraitabilité de la, voilà, du réel terrien. Alors ça, c'est une de ces grandes œuvres que j'adore et qu'elle vous explique. Hein. En travaillant, je pensais à tous ces hommes des villes que j'avais vus dans l'Est. Ils parlaient si souvent d'écrire le grand roman américain, la grande pièce américaine, la grande poésie américaine. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient pensé faire la grande toile, la grande peinture américaine. Cézanne était tellement partout dans l'air que je pense que la grande toile américaine, la grande peinture américaine ne semblait même pas un rêve possible. J'étais très, très fasciné par notre pays. Et je savais qu'à cette époque-là, presque tous ces grands esprits étaient en train de vivre en Europe, si ça leur était possible. Ils ne voulaient même pas vivre à New York. Alors, comment est-ce que la grande chose culturelle américaine allait se produire? Alors, j'ai peint le long de mon crâne de vache en bleu. Et je me suis dit, je vais en faire une peinture américaine. Ils ne la considéreront pas comme grande avec ces bandes rouges de chaque côté. Red, white and blue, du rouge, du bleu, du blanc et du bleu, le drapeau américain, bien sûr. Mais probablement, ils la remarqueront. Et là, évidemment, le choix du crâne trophée pose la question à la fois du fait que l'animal ne renaît pas cycliquement comme la plante, comme la végétation, et l'homme non plus d'ailleurs. Et que la grande question, c'est qu'est-ce que l'homme américain a fait de la nature dans sa diversité, dans sa richesse. Et là, il faut retourner tout de suite à l'origine de la littérature américaine, c'est-à-dire évidemment The Pioneers de Fenimore Cooper. Cette scène dans un petit village probablement du début de l'État de New York, où lors du passage des oiseaux migrateurs, les habitants du village vont tuer pour simplement tuer. Alors, si vous vous souvenez de la scène dans Danse avec les loups, où tout d'un coup, il arrive et il découvre les cadavres des bisons qui occupent, alors que quand les Indiens chassaient les bisons, ils ne laissaient jamais rien de la chasse derrière eux sans être utilisé. C'était l'utilisation totale de tout ce que le bison pouvait donner qui légitimait la chasse. Là, l'abondance des bisons abattus dans Danse avec les loups et l'abondance des oiseaux abattus dans The Pioneers de Fenimore Cooper, qui vont amener Natty Bumppo, Leatherstocking, Bat-Cuir à dire à la foule que leur rapport à la promesse de l'Amérique est un rapport fou, hein, de destruction et de sacrilège. On entend ça, bien sûr, à travers ce tableau. Qu'avons-nous fait de la richesse de la nature américaine? Et là, vous avez la permanence du paysage, de la minéralité, le cycle de la fleur qui ne cesse de renaître de sa propre mort et l'animalité qui est condamnée à. Car la chasse et la pêche sont deux exercices fondamentaux, ou étaient deux exercices fondamentaux de l'initiation masculine américaine. Pensez à ce film, bien sûr, qui s'appelle, puisque vous avez ici un hameçon et une ligne, hein, pensez à ce film qui s'appelait « Et au milieu coule une rivière ».
Et on retrouve toujours ça. La mort de l'animal et de l'humain. Alors, la mort de l'animal, elle dit évidemment la mort de l'humain, puisque O'Keeffe ne représente jamais de présence humaine. L'arbre qui semble mort, mais qui peut-être renaîtra, et derrière, évidemment, l'intraitabilité de la présence de la nature, dont l'éternité est l'instant absolu. Avec derrière ce qu'on appelle le pédernal, cette messa qu'elle voyait de son ranch et qui la fascinait comme figure d'œuvre. Le crâne, bien sûr, le trophée, avec cette photo prémonitoire de Stiglitz, la représentant ses mains sur un crâne de cheval, toujours cette idée de la permanence de la nature, de la fragilité de l'animal dont l'humain n'est qu'une variété, mon frère Darwin, et la renaissance cyclique, évidemment, avec tout d'un coup ces eaux de bassins d'animaux qui lui servent en quelque sorte de cadre pictural pour faire éclater le mystère de l'azur, du bleu de la nature. Avec ces deux grandes résidences, le Ghost Ranch dans lequel s'installera d'abord, avec le pédernal derrière, bien sûr, et puis sa maison à Abiquiu, avec les trophées. Alors, elle, évidemment, ne tue pas, mais elle ramasse des bois qu'il trouve dans la nature. Puis alors, elle va tomber amoureuse de cette architecture, pour ceux d'entre vous qui sont allés dans le sud-ouest des États-Unis, qui est une architecture, évidemment, complètement empruntée aux Indiens. Les Indiens Pueblo, bien sûr, et les Navajos, même si aujourd'hui, cette architecture a été entachée d'une modernité un peu, mais l'adobé, c'est-à-dire une architecture de terre, qui dit que la terre est finalement la demeure de l'homme. On la voit apparaître ici, avec toujours une tendance à l'abstraction, c'est-à-dire qu'au milieu de la grande zone orange, vous avez cette question du carré parfait ou du rectangle avec un élément décoratif où vous avez à la fois le triangle et la boucle. Voilà. Alors, je suis désolé, on parlera de Joseph Albers, mais je finis par me demander si, dans l'obsession d'Albers pour le carré, il n'y a pas évidemment quelque chose qui revient à ça. Parce que regardez ça. Ces variations sur la forme parfaite du carré dans le mur du ranch, avec un angle de vue complètement différent. Et avec, vous avez remarqué les pas, la géométrisation des pierres sur lesquelles vous allez pouvoir marcher pour traverser le patio, etc. Et là, vous avez, c'est magnifique, vous avez la géométrie du mur, de la porte, du pas, évidemment, que vous allez emprunter, et puis la totale dégéométrisation des flocons de neige, parce qu'il neige dans ces endroits-là, soit dans leur forme, soit dans le mouvement de leur chute. Et en même temps, vous avez aussi ça, une sorte de buisson ardent de présence qui est fabuleux. Alors, tout près de là où elle habite, pour ceux d'entre vous qui connaissent évidemment l'histoire de la poésie, de la photographie américaine, vous le savez, il y a cette église absolument magnifique qu'on appelle l'église de Rancho de Taos, qui est peinte ici par O'Keeffe en 29, qui est photographiée ici par Paul Strand en 31. Paul Strand est un des grands photographes précisionnistes. Je n'ai pas pu parler aujourd'hui de Sheila, ça aurait été sans fin, mais Sheila et puis Charles Demuth, qui sont des gens qui ont été très proches de Stiglitz. Strand est venu mourir en France à Chambourcy après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un admirable photographe. Et là, vous avez Rancho de Taos. Et on passe chez O'Keeffe de quelque chose de un peu gris et bleu, à regarder cette espèce de suavité du rose qui est assez étonnante. Il est au Met. Et alors, pour ceux d'entre vous qui le savent, c'est toujours important de rappeler ça, c'est que l'adobé est fait de petits morceaux de brins de paille qui sont dans la boue, et ces petits morceaux de brins de paille viennent à la surface de la boue, ce qui fait qu'au coucher du soleil, littéralement, l'église s'embrase. L'arrière, le chevet de l'église s'embrase parce que le soleil se reflète dans les petits brins de paille dorés, et c'est assez spectaculaire si vous êtes allé là-bas et que vous avez vu ça, on n'oublie pas ça. Voilà, la forme, le pédernal, avec, regardez, parce que quand vous voyez, alors, je ne sais pas si, peut-être il y en a parmi vous qui ont fait cette expérience, moi j'ai fait cette expérience évidemment 2 fois, et c'est complètement éblouissant. Il faut aller à Abiquiu, et puis il faut réserver ce qu'on appelle la promenade en Jeep de 3 heures.
Et pendant 3 heures, la Jeep va vous emmener sur les sites où O'Keeffe a peint, et vous verrez ces sites, et vous pourrez, les guides ont évidemment toutes les œuvres de O'Keeffe qui ont été faites sur ces sites-là, et ça, je dois dire, c'est assez extraordinaire. Et vous sentez ce travail de simplification, de réduction à l'essentiel, qui est une sorte de tentation abstraite. Voilà. Je vois qu'il y en a qui font des projets de vacances d'un seul coup, et c'est vrai, il faut. Voilà. Et tantôt, évidemment, on est loin, et se creusent les saillants et les rentrants, les convexes et les concaves, les couleurs rosées et presque charnelles, et au contraire les couleurs de cendre et de voilà. Regardez là, au contraire, on vient de s'approcher tout près, et du coup, vous avez un phénomène de gigantisation du cadavre, enfin des restes animaux ici, des jeux très subtils sur les jaunes et les oranges, et puis alors à certains moments des trucs complètement plus trop. Et elle, alors, elle a peut-être, j'allais dire bêtement, trafiqué les couleurs, c'est-à-dire qu'elle a peut-être joué sur la couleur, mais elle ne joue que pour vous dire, si vous savez regarder, vous serez emmené au-delà de ce que vous pouviez imaginer par la nature elle-même. 2 endroits essentiels, la fameuse White Place, qui sont évidemment des falaises calcaires, et qu'on voit là. J'aime beaucoup cette photo d'elle. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a parlé de Cézanne tout à l'heure? Mais je ne peux pas, en regardant cette photo, m'empêcher de penser à cet homme qui le matin sort de sa maison rue de l'Opéra, puis s'en va inexorablement tous les matins à la première messe à Saint-Sauveur, puis ensuite monte à l'atelier, prépare son matériel, et puis ensuite s'en va en face de l'énigme et pourtant l'évidence de la Sainte Victoire. Il y a quelque chose dans le rapport de O'Keeffe à la White Place et à la Black Place que nous allons découvrir maintenant. Je trouve cette photo bouleversante parce qu'elle parle quelque chose dont le résultat sera très différent de Cézanne, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une ascèse et d'une mystique cézannienne par rapport au paysage. On devrait passer très longtemps à regarder la simplicité du réel. Voilà. Alors, la Black Place est beaucoup plus dramatique, bien sûr, avec ces espèces de stries qui sont peut-être des stries d'orage. Les orages sont très spectaculaires dans cette région-là, bien sûr. Il est possible que ça soit ça. Elle avait déjà été fascinée par les stries d'orage dans ce pastel sur papier qui date de 1922. Or là, on est beaucoup plus tard, on est en 1944. Mais la Black Place, c'est un endroit qui évidemment, la fascine, probablement par contraste de couleurs avec la White Place. Et en même temps, ce sont toujours des lieux, des grandes collines qui sont proches de chez elle. Ça, je ne sais pas. J'avoue que je suis très fasciné par ça, sans pouvoir exactement vous dire de quoi il s'agit. Ça s'appelle Only One, non pas Only You, mais Only One. Ça date de 1959. Et vous voyez que plus on avance, plus il y a une espèce de monumentalité du paysage, encore une fois très cézannienne pour moi, qui apparaît. J'aime beaucoup ça parce que le titre, c'est From a Day with Juan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des Yourcenariens parmi vous, il doit y en avoir. Après la mort de Grace, Yourcenar a eu près d'elle un jeune homme, pas tout à fait sûr qu'il n'ait pas un peu abusé de la situation, mais au moins, elle a eu cette présence qui l'a accompagnée dans ses derniers voyages, etc. Juan a joué un peu le même rôle vers la fin de la vie de Georgia O'Keeffe. Et bon, voilà. Et de ce jour, avec Juan, vient cette espèce de contraste essentiel entre ce blanc qui sort du gris et qui devient de plus en plus intense en descendant vers le bas, et ce bleu qui part d'un bleu beaucoup plus sombre et qui devient de plus en plus clair jusqu'à rejoindre le blanc au fur et à mesure que le regard descend ou au contraire remonte vers. Elle va découvrir de manière fascinée l'aérien.
elle va prendre l'avion pour la première fois relativement tard dans sa vie. Et ce qui la fascinera, ce n'est pas tant la nature que, en dessous, que les nuages qui s'interposent entre l'avion, son regard et la nature. Et alors, j'aime beaucoup cette photo. Bruce Weber, à la fin de sa vie, a un peu repris le rôle de Stiglitz en la photographiant quasiment incessamment. J'aime beaucoup cette photo parce que cette photo est une sculpture de Stiglitz, enfin, est une sculpture de O'Keeffe, pardon, ou en tout cas attribuée à O'Keeffe, à partir d'un objet, car à un moment, elle s'est mise à faire de la céramique. Et vous allez comprendre comment et pourquoi dans une minute. Regardez quand même, vous vous souvenez ce dont j'avais parlé de ce mouvement de retour et, alors, j'aime pas le mot repli, hein, mais il y a quand même une sorte de désir de se ressaisir à l'intérieur, d'aller circulairement de plus en plus vers l'intérieur, une sorte de spirale intériorisante, hein, qui, regardez, était déjà en 1916. Et l'origine de la photographie et de la sculpture dans laquelle elle est, c'est cette toute petite céramique qu'elle a réalisée en 1946, qui débouche là-dessus. Puis alors, évidemment, vous avez les grandes œuvres de la fin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein, mais cette idée qu'au fond, tout dépend d'un contraste. Et on est là pratiquement, même, enfin, on est dans l'abstraction, même si on sait que très souvent les lignes sont les lignes de sentiers qu'elle pensait voir dans le paysage, en particulier les flancs de ces grandes collines qu'elle adorait. Ici, probablement le tracé d'une rivière, vu on ne sait pas trop d'où, mais voilà. Et voilà, ce pink and green que personnellement je trouve magnifique. La couleur n'est plus tout à fait aussi véhémente qu'elle l'était ici en 1916, mais elle est quand même assez fabuleuse. Et alors, bon, là, elle vous dit, hein, je suis surprise par combien de gens séparent l'objectif, c'est-à-dire le figuratif, de l'abstrait. La peinture objective, la peinture d'objet, la peinture figurative, la peinture objective, ce n'est pas de la bonne peinture jusqu'à ce qu'elle devienne bonne dans le sens abstrait des choses. Une colline, un arbre ne peuvent pas faire une bonne peinture simplement parce qu'ils sont une colline et un arbre. Ce sont les lignes et les couleurs mises ensemble de façon à ce qu'elles disent quelque chose. C'est-à-dire se mettre ensemble des lignes et des couleurs qui va permettre d'articuler une parole picturale. Pour moi, ça, c'est la base même de la peinture. Alors, j'ai mis en relief, effectivement, la dernière formule qui, moi, me paraît éblouissante. L'abstraction est souvent la forme la plus définie pour cette chose intangible à l'intérieur de moi-même que je ne peux clarifier que par la peinture. Il y a quelque chose de non dit à l'intérieur d'elle-même ou de non dissible, probablement mieux comme traduction, de non dissible à l'intérieur d'elle-même, qui ne pourra se dire et qui donc ne pourra être vu par les autres et vu par elle que par la peinture. Ça, pour moi, c'est éblouissant, comme ça. Et ça débouche à la fin sur quelque chose qui, je crois, est essentiel, c'est-à-dire cette sorte de geste unique. J'ai du mal à penser que ceci n'a pas été, au fond, la rémunération de tout son travail, qui est qu'à un moment, elle a produit un seul et unique geste pur. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a tracé. Et il n'y a plus rien eu à faire. Et cette parfaite justesse du geste est la rémunération de tout le travail qu'elle a accompli. La voilà peinte par le très grand peintre de paysage américain. Et je suis très touché que Ansel Adams, auquel on associe
beaucoup d'éléments de la grande photographie de paysage américaine soient venus photographier le paysage de son visage. Je trouve ça absolument étonnant. Et nous terminerons avec cette citation d'elle que j'aime par-dessus tout. My painting is what I have to give back to the world for what the world gives to me. Ma peinture, c'est ce que j'ai à rendre au monde pour tout ce que le monde me donne. Je vous remercie.